Bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA World. La nativité a vécu dans la capitale congolaise. Un cocktail dînatoire a été offert le 25 décembre aux agents d'assainissement de la capitale congolaise par le gouvernement sur instruction du chef de l'État Joseph Kabila. Une façon de les encourager dans leur travail visant à redorer l'image ternie de la capitale congolaise. L'Asie commémore ce 26 décembre les 10 ans du tsunami, l'un des pires cataclysmes des temps modernes. Elle rend hommage aux victimes de ce séisme qui a causé la perte en quelques heures d'au moins 220 000 personnes. Une délégation gouvernementale conduite par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Évariste Boshab, séjourne depuis hier dans la ville de Beni au Nord Kivu. L'objet de cette mission est d'évaluer la mise en œuvre des recommandations du chef de l'État Joseph Kabila afin de mettre fin à l'insécurité dans certaines parties du territoire national. Évariste Boshab, Salomon Banamouéré et Mengoï Moukena vont aussi au cours de leur séjour au Nord Kivu échanger avec toutes les couches de la population. Parlons à présent de la Troïka spéciale S. La paye des fonctionnaires de l'État est effectuée sur l'ensemble du territoire national. Cette question a fait l'objet de la réunion spéciale de la Troïka stratégique de mercredi dans la soirée. Images et commentaires. C'est concret. La paye des fonctionnaires est effective sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La réunion spéciale de la Troïka stratégique l'a confirmé au cours de cette rencontre qui a également examiné les mesures pour essayer de mettre fin à la fraude et accroître les recettes au niveau du trésor public. Le ministre d'État au budget a fait le rapport à la Troïka stratégique et selon ce rapport, au jour d'aujourd'hui, la paye est effective sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les zones à accès difficile, où nous espérons qu'au plus tard, le 29 décembre 2014, tous les agents et fonctionnaires auront été payés. Concernant la fraude, il a été demandé au ministre des Finances de voir au niveau des régies financières comment juguler la fraude de manière à ce que ce qui doit revenir à l'État le soit le plus rapidement possible pour continuer à consolider notre position. La balle est donc dans le camp du ministre des Finances pour que l'État reçoive dans le délai ce qui lui est dû. Le pape François a célébré sa deuxième messe de Noël. Dans son adresse, le souverain pontife a appelé la tendresse et à la douceur. Au même moment, à Bethléem, le patriarche de Jérusalem a lui aussi célébré la messe de Noël. Fouad Toual a également évoqué la situation qui prévaut au Moyen-Orient. Commentaire Patrick Issou. Il célébrait hier soir sa deuxième. Comme chaque 24 décembre, les chrétiens se sont retrouvés à la basilique Saint-Pierre de Rome où le pape François a célébré sa 12e messe de Noël. Dans son homélie, le pape catholique a appelé les uns et les autres à avoir la culture de la tendresse et de la douceur. 5000 chrétiens se sont donc déplacés pour écouter le souverain pontife qui s'adressera ce jeudi à Rome et au monde. Au cours de cette adresse, où le pape François prononcera sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi, il évoquera également le drame des chrétiens persécutés au Moyen-Orient. Dans l'entretemps à Bethléem, le patriarche latin de Jérusalem a célébré la messe de Noël où peu d'étrangers y étaient. Dans son message, Fouad Toual leur a fait un clin d'œil où il est question d'œuvrer pour la paix. Salut aux pèlerins de langue française, à vous tous pèlerins de langue française, je souhaite un joyeux Noël. Puissiez-vous également porter avec vous, en rentrant chez vous, le désir de prier et d'œuvrer pour la paix. Le patriarche a lancé son message en 6 langues où il veut voir juifs et musulmans vivre dans la paix, particulièrement à Jérusalem où depuis des mois, la tension est vive entre Israéliens et Palestiniens. Fouad Toual est allé loin pour évoquer les violences qui frappent la Syrie et l'Iran, où des chrétiens ont été victimes d'exactions. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, s'est lui aussi adressé à l'ensemble du Moyen-Orient. Il a appelé tout le monde, comme le patriarche de Jérusalem, à la paix. Je vous souhaite que dès Noël prochain, nous ayons la paix et la stabilité.
J'espère que nous mettrons fin à l'extrémisme et au terrorisme que nous voyons dans certaines de nos régions. Mais au-delà de ce climat morose dans la ville de Bethléem, l'ambiance est festive. Même si les touristes étrangers se font rares, les pèlerins palestiniens remplissent les hôtels. Bethléem est une ville spéciale parce que c'est ici que Jésus est né. Des gens de religions et de cultures différentes venus du monde entier se réunissent ici et l'atmosphère est joyeuse. Il faut dire que près de 2% de Palestiniens sont de religion chrétienne. Pape François a donc prononcé la traditionnelle bénédiction à la ville et au monde. Le chef de l'Église catholique a imploré la bénédiction de Dieu sur le Moyen-Orient où le conflit israélo-palestinien persiste. Il a également dénoncé le sort que l'on réserve aux minorités. Je vous propose de suivre le pape. Puisse le Seigneur ouvrir les cœurs à la confiance et donner sa paix à tout le Moyen-Orient, à partir de la terre bénie de sa naissance, en soutenant les efforts de ceux qui s'engagent efficacement pour le dialogue entre Israéliens et Palestiniens. L'Église du Christ au Congo a célébré la nativité du Christ par un culte d'action de grâce. L'évêque président de l'ECC, Marini Bodo, a invité les chrétiens à demeurer dans la paix qu'apporte Jésus. Astrid Mbouichimanga Benmondo nous en parle. Une réunion solennelle de la chrétienté protestante pour honorer l'enfant Jésus, dont la nativité est célébrée le 25 décembre de chaque année, ici à la cathédrale du centenaire protestant, après la série des cantiques de louanges à Dieu qui a donné Jésus pour sauver l'humanité. L'officiant du jour, Monseigneur Marini Bodo, s'est apaisanti sur le livre des Luc en son chapitre 2, du verset 1er au 14e, texte biblique qui ressasse l'histoire de la nativité de Jésus. La naissance de Jésus-Christ apporta la paix sur la terre parmi les hommes que Dieu a agréés. Ceux qui sont chrétiens sont des hommes les plus heureux parce que Dieu, par Jésus-Christ, est venu habiter parmi eux. L'officiant a invité l'Assemblée à demeurer dans le Christ pour vivre la paix que seul Jésus donne. Demeurer à Jésus-Christ suppose aussi vivre dans le respect des ordonnances du Seigneur, sachant que la fin de toute chose est proche. Ce culte d'action de grâce a été aussi scellé par la Sainte Seine sous une ambiance festive. Et plus ou moins 500 agents d'assainissement de la ville de Kinshasa ont été honorés par le gouvernement sur instruction du chef de l'État pour les efforts destinés à redorer l'image de la capitale congolaise. Le Premier ministre Matata Ponyo a, au nom du chef de l'État, remercié ces agents de l'assainissement pour leur contribution qui redonne à la ville de Kinshasa sa qualité de Kin Label, miroir de la République démocratique du Congo. Contrairement à ses habitudes, c'est sans cravate rouge que le Premier ministre Matata Ponyo a accueilli ses hôtes, à savoir les agents d'assainissement de la ville de Kinshasa dans les jardins des premiers. S'adressant à ses invités, Matata Ponyo a transmis les remerciements du chef de l'État Joseph Kabila Kabange qui suit de près les loyaux services que ces agents d'assainissement rendent à la capitale qui redevient peu à peu Kin Label. Pesa bango longonya yanga moko bandeko na ngai na ebisa bino mosala bozali kosala na ebisa bino mbala liboso tokutanaki awa mosala bozali kosala endimami. Honoré par cette initiative qui prouve la considération du chef de l'État au travail qu'ils abattent au quotidien, les agents d'assainissement ont remis un cadeau illustrant un couple dévoué au travail. Un dialogue sans tabou s'en est suivi. Les agents d'assainissement ont présenté leurs doléances et sollicité une mécanisation pour un meilleur rendement. Matata Ponyo a par la suite partagé un cocktail dînatoire avec eux en compagnie du gouverneur de la ville de Kinshasa et d'autres personnalités dont le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Omer Egwake.
Quittant le jardin des premiers, la délégation de Matata Pogno s'est rendue à pied à la place des évolués pour un concert agrémenté par les orchestres Zaiko Langa Langa de Nyokalongo et Wenge Musica Maison Mère de l'artiste musicien Ngiama Makanda Diwe Ranson. Les agents d'assainissement de la ville de Kinshasa ont exhibé quelques pas de danse pour marquer d'un cachet indélébile la nativité du Christ. Une manière de répondre positivement à l'appel du chef de l'État, celui de veiller à la propriété de la capitale congolaise. Il n'y a pas de son métier, dit-on, il n'y a que des sottes gens. Honorés par le cocktail dînatoire leur offert, les agents d'assainissement ont saisi cette occasion pour solliciter que leurs tâches soient valorisées par une mécanisation. Et quelques invités qui ont pris part à ce dîner ont salué cette initiative du chef de l'État qui les encourage. C'est grâce à eux justement qu'on peut se mettre comme ça justement, que ce soit propre. Donc vraiment merci, joyeux Noël à tout le monde. Et encore merci au Premier ministre Matata Pogno qui nous a permis justement de s'abreuver, de pouvoir manger, parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens aussi de fêter Noël correctement. Le Premier ministre vient de dire qu'il n'y a pas de saut métier. Tous ceux qui pensent que venir balayer la rue, curer un caniveau, c'est vraiment le job de petit peuple, qui ne se trompe pas, parce que moi, en tant que député national, je suis dans cette activité et ça me fait vraiment du plaisir d'être côte à côte avec la population. Nous sommes très très contents de partager aujourd'hui avec le Premier ministre un petit gâteau dans son jardin. Aujourd'hui, le Congo a besoin de gens, pas de chanteurs, les chanteurs, pas de musiciens, je dis, mais les gens qui passent en action. Un balayeur, c'est quelqu'un qui est au dernier plan. Mais aujourd'hui, il est valorisé par un Premier ministre. Ce que vous devez retenir, comme lui-même a dit, il n'y a pas de son métier. L'équipe de la radio-télé du groupe L'Avenir a circulé dans la ville de Kinshasa pour vous montrer l'ambiance qui a régné dans quelques sites attrayants de la capitale. La place de l'Indépendance sur le boulevard du 30 juin à la gare centrale, la place des Évolués à côté de l'ISP Gombe et la place du Cinquantenaire sur le boulevard Triomphal ont presque refoulé du monde. Reportage de Moussa Mwamba et Ben Mondo commenté par Nickel Nzanoa. Ce sont de sapins de Noël et de jeux de lumière qui illuminent les différents sites touristiques et autres places publiques de la ville de Kinshasa. À la gare centrale, par exemple, on peut voir des parents accompagnés de leur progéniture prendre des photos. À la place des évolués, l'ambiance est totale pour les enfants. Je suis très contente. Ils m'ont félicité parce que j'ai réussi. C'est pour cela qu'ils m'ont amené ici, que je puisse me régaler. On est venu fêter la Noël. Ça se passe bien. Je rends grâce à Dieu pour être vivant aujourd'hui. J'ai trouvé ici, c'est bien. J'ai proposé les enfants de venir ici pour visiter la place des évolués, prendre des photos. Noël, c'est aussi une occasion de repas copieux pour ceux qui en ont les moyens. La crise, on se prépare, hein. On s'est organisé depuis le début pendant toute l'année. Nous sommes organisés pour fêter cette journée. Il y a le poulet, oui, il y a la viande. Bon, nous avons aussi les frites, beaucoup de choses pour les enfants, le sucré, il y a aussi des choses à boire. Malgré la conjoncture difficile du moment, ces lieux sont abondamment fréquentés en ce jour de Noël. Un événement que plusieurs enfants ne veulent pas rater et dont ils en profitent pour présenter des vœux à ceux qui leur sont chers. Et puis les membres de la rédaction ont préparé un papier en cette journée de nativité du Christ. Suivez. Tout le monde ne fête pas Noël en famille. C'est le cas de médecins, pharmaciens et le journaliste. Ici, au siège du groupe de presse L'Avenir, l'administration ne travaille pas, mais les techniciens et le journaliste sont là. À la radio, le jour de la nativité est comme un jour ordinaire. Le travail s'est fait normalement. Bon, je suis très heureux parce que c'est mon travail. Un journaliste, comme vous le savez, n'a pas de jour férié. Hein, parce que sous nous, on s'est reposé à la maison. Comment la population sera informée, la population sera formée, la population sera divertie. C'est pour cette raison que je suis très heureux de me retrouver ici ce jour de Noël pour servir des milliers d'auditeurs de la RTJA disséminés à travers le monde. Hein. À la télévision aussi, le show se déroule comme à l'accoutumée, même si le programme a été adapté à la circonstance.
Ah, je vous assure que c'était fatigant. J'avais pas envie de sortir et tout. Hier, il y avait beaucoup de programmes, mais il y a un rendez-vous déjà pris avec les téléspectateurs. Et ce grand rendez-vous, nous sommes obligés de respecter. Parce que on parle des 7 merveilles. C'est toujours ce que nous disons, les 7 merveilles du monde. On voit les 7 anciennes comme les pyramides de Khéops et les jardins suspendus de Babylone et tout. Et aujourd'hui, on voit la Grande Muraille de Chine et tout. Mais moi, je dis toujours que 8e merveille, c'est de faire mon travail. Et je veux vraiment à tout prix faire ce grand travail que j'aime. Et Confucius qui le dit, en faisant le travail que vous aimez, vous ne travaillez pas. Vous avez l'impression que vous ne le travaillez pas et voilà. C'est plus aisé pour moi et surtout qu'on a des enfants sur le plateau, on le constate. On le fait bien avec un grand sourire. L'amour du travail en a adouci la douleur, dit-on. Pour ce journalistes et techniciens, passer Noël au travail pour vous servir est plus un plaisir qu'une corvée. Joyeux Noël donc à tous les auditeurs, pourquoi pas tous les téléspectateurs de la RTGA. Vous avez suivi les réactions de tous ceux qui travaillent pendant que vous fêtez dans vos familles. Et cette question maintenant, d'où est venu le nom de Noël? Pourquoi le choix de la date du 25 décembre pour cette célébration? Tentative de réponse avec Astrid Mbouy. La Noël est une fête chrétienne qui commémore chaque année la naissance de Jésus de Nazareth. À l'origine, il existait à la date du 25 décembre de festivités païennes marquant le solstice d'hiver, symbole de la renaissance du soleil. La fête chrétienne a été positionnée à la même date dans le but de remplacer les fêtes païennes et symboliquement pour associer la naissance du Christ à la notion de lumière croissante. En effet, après la Pâque, Noël est la 12e fête la plus importante du calendrier liturgique chrétien. C'est pourquoi le jour de Noël est férié dans la plupart des pays des traditions chrétiennes. Ce jour férié permet le regroupement de familles autour d'un repas festif, la participation au culte et autres offices religieux et l'échange de cadeaux. À cela s'ajoute la légende du célèbre Père Noël, le donneur de cadeaux aux enfants sous un sapin ou un arbre de Noël, les décorations dans les rues, les places publiques, les habitations et les parcs d'attractions. Noël vient du latin natalis qui signifie naissance. Le mot Noël est attesté de manière écrite au XIIe siècle. Certes, c'est à partir du IIIe siècle que certaines communautés chrétiennes ont cherché à situer dans l'année la date de naissance de Jésus avant de la placer à la date de la célébration du solstice d'hiver. Noël s'est progressivement chargé des traditions locales, mélange d'innovation et de maintien de folklore ancien, au point de présenter l'aspect d'une fête profane populaire possédant de nombreuses variantes dans le temps comme dans l'espace. Au XXIe siècle, et dans les pays soit développés ou du tiers-monde, la célébration de la Noël reste une tradition pour les familles chrétiennes. Changeons de chapitre pour parler de l'eau et l'électricité. Vous conviendrez avec moi que ce sont des éléments qui peuvent cimenter une fête telle que Noël. Le vice-ministre à l'énergie et les responsables de la SNEL et de la Régie des eaux ont eu une séance de travail mercredi pour que la fête de la Nativité ne soit pas gâchée par des coupures du courant et de l'eau. Pierrette Yoamuteba. Reçu en audience par le vice-ministre de l'énergie Magui Roy-Kabouba, les directeurs généraux de la Société nationale d'électricité et de la Régie des eaux ont fait le point de la situation générale de la desserte en eau et en électricité pendant cette période des festivités. Au cours de cette réunion stratégique, Eric Mbala de la SNEL et Moukala Mwema de la Régie des eaux, avec leurs services respectifs, ont reçu les instructions claires pour disponibiliser ces deux denrées vitales en vue de permettre à la population de passer en toute quiétude les festivités de fin d'année. Les deux mandataires à leur tour ont rassuré d'avoir pris toutes les dispositions pour la stabilité de la desserte en eau et en électricité. Nous avons rassuré l'autorité que le programme d'entretien a été respecté et qu'il est pratiquement bouclé. Et en même temps également, les dispositions sont prises pour assurer la permanence sur l'ensemble des réseaux, qu'il s'agisse de Kinshasa que dans toutes les provinces. Et évidemment, il s'agit de la technique. Nous ne pouvons pas garantir qu'il n'y aura pas de perturbation, mais au moins ce que nous garantissons, c'est que même s'il y a une perturbation, que la population ne puisse pas paniquer. Nous avons des gens qui vont travailler 24 heures sur 24 durant cette période. Nous nous sommes mobilisés, la permanence sera assurée et que la population aura de l'eau.
Ils ont par ailleurs indiqué que même en cas de panne brusque, des équipes sont disponibilisées pour y apporter des solutions de manière efficace et rapide. On était dans le même sujet car il concernait les bons moments que la population cunasse devait passer pendant les festivités de nativité. La République démocratique du Congo peut désormais compter sur la matérialisation du programme AWEPA et l'appui du Royaume de Belgique et son Parlement. C'est ce qui ressort du séjour à Bruxelles du vice-premier président de l'Assemblée nationale de la RDC, Charles Mwando Simba. Martin Kayembe et Esther Mpezo nous en parlent. C'est un soutien de taille que la Chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo bénéficie désormais du programme AWEPA. C'est dans ce cadre que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Charles Mwando Simba, a conduit une délégation auprès du Parlement et du gouvernement belge. Objectif, faire le suivi des programmes mis en place pour le renforcement des capacités et l'échange d'expériences entre les deux chambres législatives. Sur place, plusieurs contacts de haut rang ont été entrepris par Charles Mwando Simba dans le but de finaliser des démarches antérieures entreprises depuis Kinshasa. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC a tour à tour rencontré la présidente du Sénat belge, le directeur de la coopération technique belge, le ministre d'État belge en charge de la coordination politique du programme AWEPA RDC et les membres de la commission relations étrangères de la Chambre des représentants de la Belgique. Il ressort de ce contact l'appui du Royaume belge à la mise en place des projets et programmes conclus entre la Chambre basse du Parlement de la RDC et celle de la Belgique. Charles Mwando Simba a également échangé avec le vice-premier ministre belge en charge des affaires étrangères, Didier Reynders, et le ministre d'État et président du Centre belge de référence pour l'expertise sur l'Afrique centrale. Toutes les personnalités rencontrées ont réaffirmé l'engagement du gouvernement belge d'appuyer le travail de la Chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo. Le 12-13 se poursuit, on se retrouve après cette tranche. Seconde partie du 12-13 en Côte d'Ivoire, ouverture du premier procès contre l'ancienne première dame ivoirienne Simone Gbagbo. Madame Gbagbo sera jugée aux côtés de 82 autres dignitaires de l'ancien régime qui vont répondre aux atrocités commises pendant la crise post-électorale de 2010 à 2011. Suivez ce commentaire de Lionel Kioni rendu par Patrick Isso. Bogese Bokuma. Le palais de justice d'Abidjan a accueilli ce vendredi la session d'assises contre l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, jugée pour atteinte à la sûreté de l'État. Ensemble avec les 82 personnalités du régime de Laurent Gbagbo, ils doivent répondre à la mort de plus de 3000 personnes succombées lors de la crise post-électorale de 2011. Selon certaines sources, c'est la première fois que Simone Gbagbo, surnommée la Dame de Fer, et ses co-accusés, dont beaucoup sont en liberté provisoire, se retrouvent dans la même salle d'audience. Peu de magistrats maîtrisent en effet l'organisation d'assises des procès lourds et coûteux qui s'étaient interrompus après la crise de 2002. Les autorités ivoiriennes veulent néanmoins convaincre de l'avancée des procédures de cette crise qui a coûté la vie à plusieurs de leurs compatriotes. Il s'agit du premier procès civil de la crise post-électorale. Aucune édition n'est avancée pour l'instant. Ce n'est qu'une rentrée solennelle sous haute sécurité. Ce procès a pris plus de 2 mois de retard sur la date initialement prévue. 26 décembre 2004, 26 décembre 2014, voici 10 ans jour pour jour qu'un tremblement de terre de magnitude de 9,3 sur l'échelle à Richter s'était produit au large de l'Indonésie, venu de la mer. Un tsunami fait plus de 220 000 morts aujourd'hui. Les pays les plus touchés par cette vague dévastatrice, haute de 35 mètres, commémorent cette journée en hommage aux victimes. Résumé avec Bernadette Kamango. La puissance du séisme le plus important dans le monde depuis 1960 était telle que la Terre s'est soulevée. Elle a fait surgir une vague de 35 mètres qui a dévasté 30 minutes plus tard la province indonésienne d'Aceh dans le nord de l'île de Sumatra.
Des dizaines de villages sont rayés de la carte. La puissance de la secousse déplace même les îles. Rien que sur la côte ouest de Sumatra, 131 000 personnes périssent. La vague déferle ensuite sur l'ensemble du littoral du golfe du Bengale. Elle frappe successivement la Thaïlande, la Birmanie, le Sri Lanka. Puis environ 6 heures après le début de la catastrophe, les côtes de l'Afrique de l'Est avec la Somalie, la Tanzanie et le Kenya sont atteintes par le tsunami. En quelques heures, au moins 220 000 personnes sont tuées, dont près de 170 000 en Indonésie, 31 000 personnes au Sri Lanka, 16 400 en Inde et 5 400 en Thaïlande, selon les estimations officielles. Au total, 14 pays de l'océan Indien ont été atteints par le tsunami. Aujourd'hui, l'Asie commémore les 10 ans du tsunami et qui est l'un des pires cataclysmes des temps modernes. Elle rend hommage aux victimes de ce séisme. L'Indonésie, pays le plus touché avec 170 000 morts et disparus, a lancé les commémorations du tsunami à travers le monde. Ces dernières ont débuté à Aceh, première région touchée par les vagues. Elles se poursuivront en Thaïlande où des cérémonies de bougies sont prévues. Partout, des prières seront dites en présence des survivants et secouristes ayant participé aux opérations de sauvetage de cette tragédie. Voici les grands titres qui marquent cette édition d'information. La nativité a vécu dans la capitale congolaise. Un cocktail dînatoire a été offert le 25 décembre aux agents d'assainissement par le gouvernement sur instruction du chef de l'État, Joseph Kabila, une façon de les encourager dans leur travail visant à redorer l'image ternie de la capitale congolaise. L'Asie commémore ce 26 décembre les 10 ans de tsunami, l'un des plus grands cataclysmes des temps modernes. Elle rend hommage aux victimes de ce séisme qui a causé la perte en quelques heures d'au moins 220 000 personnes. Comme à l'accoutumée, nous recevons nos intervenants dans cette seconde partie. Cette fois-ci, nous avons d'abord Jean-Ri Koumandé qui a été notre envoyé spécial à Lubumbashi pour couvrir le retour du gouverneur Moïse Katumbi. Bonjour Jean-Ri Koumandé. Bonjour Suzy Kibir. Oui, vous avez effectué ce déplacement, comme je viens de le dire tantôt, au Katanga et le gouverneur est rentré après 3 mois d'absence. Mais pourquoi ce retour a mobilisé autant la population ? Moi, je pense d'abord que c'est normal parce que le gouverneur, comme vous l'avez dit, a fait 3 mois à l'extérieur du pays. Beaucoup d'eau ont coulé sur les ponts et c'était tout à fait normal que les gens qui n'avaient pas vu, les Louchois qui n'avaient pas vu leur gouverneur se mobilisent. En dehors de ça, vous devez savoir aussi que le gouverneur du Katanga est président d'un grand club de football, les tout-puissants Mazembe. Les supporters de Mazembe avaient hâte de voir le gouverneur. Bref, c'est une mobilisation qui était spontanée par le fait que quand ils ont appris que le gouverneur rentrait, tout le monde voulait le voir et regarder, comme on parlait de son état de santé, regarder s'il a recouvré sa santé. Et c'était tout à fait normal et on l'a vu quand même pétillant de santé et je crois que ce qu'ils attendaient, c'est ce qu'ils ont vu. Oui, beaucoup de choses ont été dites sur son état de santé. Est-ce que nous pouvons en savoir plus aujourd'hui, Jean-Ri Koumandé, parce que vous étiez sur terrain? Bon, je suis très mal placé pour parler de son état de santé, mais en tant que journaliste, je me limite aux faits. J'ai constaté qu'il était en bonne santé, parce que je l'ai vu à l'aéroport, je l'ai vu dans les cortèges. Moi, je pense que c'est ce que moi j'ai vu. J'ai remarqué qu'il était en bonne santé. S'il n'était pas en bonne santé, je pense qu'il peut-être qu'il ne rentrerait pas. Oui, Jean-Ri Koumandé, vous avez aussi remarqué la présence de Gabriel Nkungwa Koumanza. Mais qu'est-ce qui a justifié cette présence? Mais je pense qu'il y a dans nos institutions provinciales, en dehors du gouvernement provincial, il y a l'Assemblée provinciale. Et Nkungwa Koumanza, c'est le président de l'Assemblée provinciale. C'est tout à fait normal. Vous savez, nous sommes en Afrique. Quand on dit quelqu'un est malade et qu'il est de retour pour montrer, pour compatir avec celui qui est malade, je pense que c'est tout à fait normal qu'on aille l'accueillir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut dire aussi qu'il y a collaboration entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Il y a une entente
vous savez que le Katanga, c'est parmi les rares provinces où les gouverneurs ont été défaits. C'est comme le Katanga, Kinshasa. Mais dans beaucoup de provinces, il y a ces problèmes-là. Mais Kyungu, en arrivant à l'aéroport, a témoigné justement qu'il y a cette entente, une bonne entente, une unité dans le travail entre les gouverneurs et lui qui incarne l'Assemblée provinciale. Mais le message de Moïse Katumbi a défrayé la chronique. Qu'est-ce qu'il a voulu au fait présenter à la population? Non, mais je pense que Moïse a dit beaucoup de choses. Et il a prêché l'amour, l'amour du prochain. C'est un message, en tant que catholique, je pense que c'est un message normal pour un gouverneur qui rentre dans son pays après avoir passé 3 mois à l'extérieur. C'est tout à fait normal. Et il a parlé de faits importants, comme le délestage. Vous savez que depuis, selon ce qu'on a appris à Lubumbashi, depuis son départ, il y a eu ce problème de délestage-là. Et la population, même pendant les meetings, la population ne cessait de dire qu'il y avait un problème de délestage. Il a promis de s'impliquer pour que le délestage prenne fin. Il a parlé du carburant. Le problème de carburant se pose avec Acuité. Vous savez, les cours des barils sur le marché mondial, les cours du pétrole sur le marché mondial a baissé. Curieusement, chez nous, ça ne baisse pas. Il a insisté, il a dit qu'il va saisir le gouvernement central pour que ça baisse. Donc je crois que c'est un mot. En dehors de ça, il a compati aussi avec la population de Béni, victime des actes terroristes et des ADF Nalou. Il a parlé des victimes de l'incendie de Kasumbalesa, des naufragés de Moba, les victimes aussi du match Sangaba-Lende et Lupopo. Bref, il a essayé un peu de compatir aussi, comme il était absent du pays, il a essayé un peu de compatir avec toutes les personnes qui ont été frappées par un malheur quelconque ou une catastrophe naturelle. Merci beaucoup Jean-Ri Koumandé. C'est moi qui vous remercie. On est ensemble pour le 12-13. On se retrouve tout juste après avec Emmanuel Badibanga. Restons toujours dans ce sujet qui défraye la chronique. Bonjour Emmanuel. Bonjour Cécile Kibira. Avec l'arrivée de Moïse Katumbi, peut-on dire que le Katanga est en train d'échapper à Joseph Kabila Kabange? Le Katanga échappé à Kabila, je ne vois pas pourquoi on le dirait, je ne vois même pas d'enjeu pour le dire, étant donné qu'à première vue, Moïse Katumbi, gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi PPRD, Moïse Katumbi majorité présidentielle, pour des raisons de santé, il était absent de son terroir et que le moment venu, après tous ses soins suivis à l'étranger, monsieur est rentré pétillant de santé et donc cela a mobilisé suffisamment de gens. Vous savez, c'est l'un des gouverneurs les plus aimés, je crois qu'Unga Koumanza l'a dit, qu'on n'a jamais vu ça à Lubumbashi. Et donc, il n'est pas évident de dire qu'il y a une province qui échappe. Au contraire, il faut voir la question dans le sens d'un engouement, de cette grande hystérie, de cette population qui est venue accueillir son gouverneur. Et que pensez-vous de ceux qui affirment que le divorce est consommé entre Joseph Kabila Kabange et Moïse Katumbi? Je crois qu'il est prématuré aujourd'hui, Madame Suzy, de penser à un divorce parce que lorsque certains politiciens de la majorité traversent l'autre rive, ils ne cessent pas de le dire. Le dernier en date, d'ailleurs, nous sommes dans le Katanga toujours, avec Scode de Muyambo. Lorsque le bâtonnier Muyambo a voulu quitter la majorité, il l'a annoncé clairement. À ma connaissance, du moins jusqu'à maintenant que nous parlons, Katumbi n'a fait aucun discours allant dans le sens d'un divorce, non seulement avec Joseph Kabila, mais encore moins avec son parti politique, sa famille politique. Et donc, à l'instant, malgré tout ce qui peut se dire en coulisses, je crois que l'homme sage s'abstiendrait de dire ce que Katumbi n'a pas dit. C'est comme aussi ceux qui croient que Kabila avait révisé la Constitution, alors que Kabila lui-même n'a jamais parlé de cette question de manière très officielle. Et donc, ce n'est pas le moment de mettre la charrue avant les bœufs et de prêter des intentions. D'ailleurs, en droit, on parlait de procès d'intention. Oui, je reviens sur la même question posée à Jean-Ri Koumandé tantôt. À quoi rime la présence de Kyungwa Koumanza? Je crois, Madame Suzy, que lorsqu'il y a l'arrivée d'une autorité dans une ville, il y a ce qu'on appelle un comité d'accueil.
Le protocole connaît mieux que quiconque ce que je suis en train de dire. On prend des personnalités. Le Baba, comme on l'appelle dans le Katanga, Kingok Mwanza, c'est l'une des grandes personnalités de cette province. C'est un grand notable. Kingok Mwanza, c'est officiellement et administrativement le président de l'Assemblée provinciale. Kingok Mwanza, son absence d'ailleurs, c'est ça que j'attendais, peut-être une question dans ce sens. Que dirait-on si jamais Kingok Mwanza n'était pas sur les lieux? Mais Kungu y était parce que double mandat en tant que père. Quelque part, il est le notable de la province. Katumbi l'appellerait pratiquement son fils, son père. Et même, au-delà de cela, le pouvoir l'obligerait en tant que président de l'Assemblée provinciale, à côté de qui vous avez aussi le vice-gouverneur Yav Tchibal. Donc, ce comité était concocté pour que Katumbi reçoive l'accueil digne de son nom et que la chose soit très officielle. C'est ce Emmanuel Badimbanga, et qu'est-ce qui pourra se passer si jamais Moïse Katumbi quittait la majorité présidentielle? En tout cas, Katumbi à la majorité ou Katumbi en dehors de la majorité, ça ne sera pas la fin de l'histoire en RDC. Vous vous souviendrez que Katumbi n'est pas un politique de première heure. Le gouverneur du Katanga est arrivé en politique à la faveur du professeur Katumba Mwanké. C'est lui qui l'a greffé sur le président Joseph Kabila. Vite, on a remarqué les capacités d'un homme capable de beaucoup travailler, de beaucoup faire. Et la majorité, par le biais de Joseph Kabila, lui a fait confiance jusqu'à le hisser là où il est aujourd'hui. Il est tout à fait normal, madame, en démocratie. Ça ne sera pas la première personne à quitter la majorité ou à y rester. Il est aussi tout à fait normal que dans cette plateforme, chacun ait ses avis et considérations et que cela n'arrive pas à mettre la machine en arrêt, en état d'inertie. Et donc, je crois personnellement que tant qu'il ne l'a pas dit, il ne faut pas le voir en dehors. Mais si jamais il le disait, ou si jamais il arrivait à claquer la porte, il y a lieu que l'on constate que cette majorité devrait examiner à fond la question et revoir ses tirs de façon à ce qu'elle continue à vivre dans sa politique. Merci beaucoup, rédacteur en chef du groupe de presse L'Avenir. Merci, madame. Voilà les grands titres d'actualité qui ont marqué cette édition d'information. La Nativité a vécu dans la capitale congolaise. Un cocktail dînatoire a été offert le 25 décembre aux agents d'assainissement par le gouvernement sur instruction du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Une façon de les encourager dans leur travail visant à redorer l'image ternie de la capitale congolaise. L'Asie commémore ce 26 décembre les 10 ans du tsunami, l'un des grands cataclysmes des temps modernes. Elle rend hommage aux victimes de ce séisme qui a causé la perte en quelques heures d'au moins 220 000 personnes. Merci de nous avoir suivis et bon tout au programme sur la RTGA World. Au revoir.